Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, on se disait depuis quelques mois, est-ce que la CAQ va commencer à se fissurer? Est-ce que son aile nationaliste va migrer vers le Parti québécois ou ailleurs? Et là, non, ce qu'on constate, c'est que la CAQ se casse peut-être, mais de l'autre côté, avec une de ses figures importantes qui va rejoindre le Parti conservateur fédéral, Éric Lefebvre, pour comprendre ce moment politique qui n'est pas un fait divers politique. Nous rejoignons évidemment Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, ce basculement d'un député qui comptait quand même dans l'appareil politique de la CAQ et qui veut rejoindre le Parti conservateur fédéral, c'est une trajectoire dans sa carrière ou ça a une portée politique plus grande pour la CAQ? Pour la CAQ, c'est sûr que ça a un effet, ça envoie un signal très difficile, je pense, pour les troupes. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir quel effet ça peut ou va avoir sur les conservateurs au Québec, parce qu'objectivement, le Québec est pour l'instant le bastion qui résiste le plus au chant des sirènes, au chant du changement de Pierre Poilievre. Et objectivement, Éric Lefebvre est le premier candidat prestigieux, entre guillemets, que le parti réussit à séduire et à recruter, voilà. Et donc, est-ce que ça va avoir un effet ou pas sur le Parti conservateur au Québec? Moi, je pense que c'est mi-figue, mi-raisin. On a souvent tendance à attribuer trop de poids à des candidats individuels alors qu'on sait que les campagnes électorales sont gagnées premièrement sur les chefs et sur l'ensemble de la campagne. C'est sûr que Éric Lefebvre, pour comparer des vedettes, c'est pas dans l'univers conservateur la même chose qui était dans l'univers fédéral libéral, par exemple, en 2015, le fait que Justin Trudeau a réussi à recruter Bill Morneau, qui était le PDG et le propriétaire de la plus grande entreprise de ressources humaines au Canada et en Amérique du Nord. Là. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Mais c'est sûr qu'à un niveau, ça règle un problème majeur pour le Parti conservateur à plusieurs égards. Ça règle le problème de Richmond-Arthabasca, qui était le comté d'Alain-Reyes, qui a claqué la porte, et donc il y avait un risque de fissure du Parti conservateur dans ce comté-là. Qu'il y a une course à l'investiture, qu'il y a les pro-Reyes, les anti, les pro-Poilievre, que ça soit vraiment fratricide et que ça amenuise la cohésion nécessaire à gagner une campagne. Problème réglé, Alain Reyes donne sa bénédiction à Éric Lefebvre, tout ça c'est fait. Un autre défi pour les conservateurs cependant au Québec, c'est que les conservateurs ont des électeurs au sein de deux groupes ennemis. Alors, il y avait un test hier, parce que Éric Lefebvre est issu du giron de la CAQ, mais il a défait aux dernières élections provinciales un candidat conservateur québécois qui, eux, sont sollicités maintenant pour appuyer le Parti conservateur. Alors, ça, c'est sans compter que chez les conservateurs du Québec, à l'échelle fédérale, il y a encore ceux qui sont dans la gang de Jean Charest qui s'est fait lessiver pendant la course à la direction. Alors, hier, c'était un test, cette soirée-là. Et moi, de ce Encore, tu peux me permettre, les nostalgiques de Charest, ça existe encore? J'ai l'impression qu'ils sont tous, d'une manière ou de l'autre, commentateurs sur la télé publique. Je pense pas que c'est tant les nostalgiques de Charest, mais c'est les nostalgiques d'un parti conservateur plus centriste, plus traditionnel, moins populiste. Donc, c'est ce que moi j'appelle les vieux bleus, là. Plus issus du giron de l'ère Mulroney, plus institutionnel, mais moins est-ce que dans la colère, pourrais-je dire les conservateurs préférés de Radio-Canada, c'est-à-dire des conservateurs qui rentrent dans le périmètre idéologique de Radio-Canada, tu sais, qui sont propres, qui sont respectueux des normes idéologiques dominantes, puis qui veulent faire des petites modifications comptables à la vision globale du Canada. Si les conservateurs de Radio-Canada ou pas, je vais te laisser porter ce jugement de valeur. Moi, ce que je sais, c'est que c'est les nostalgiques de l'ère Mulroney. On peut l'appeler comme ça, là. Les nostalgiques du Parti progressiste conservateur. C'est ce qui fait que finalement, ce parti-là n'a jamais réussi à vraiment proprement percer. Ce qui est intéressant, me dit-on, c'est que hier, il y avait des gens qui avaient appuyé Jean Charest dans la course à la direction. Il y avait des gens issus du Parti conservateur provincial de Éric Duhem.
Donc, déjà, pour les troupes de Pierre Poilievre, ses députés, ses organisateurs, il y a eu un grand soupir de soulagement hier lors de ce rassemblement-là. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Et c'est pas la première fois, mais au Québec, c'est une tendance qui tend à se confirmer, c'est que dans les rassemblements politiques, d'habitude, tu as les militants, hein? C'est un peu comme des mini-conseils nationaux, là, tu sais, donc tu as un rallye dans un comté, tu as le monde de la place, les organisateurs, les membres, etc. Tu fais venir des gens d'autres comtés, tu as 200 personnes déjà acquis à la cause dans la salle. Ce qu'il y a de remarquable avec les rassemblements de Pierre Poilievre, et je pense que ça fait partie de son succès que plusieurs analystes politiques peinent à expliquer parce qu'il est tellement polarisant et comme confrontant dans ce qu'on voit à la télé, c'est qu'il y a énormément de gens dans la salle qui étaient là par curiosité. Oh, mais ça, c'est... Non, mais les gens se déplacent. On n'est quand même pas dans une ère où les gens se déplacent dans des rallyes politiques. Là. On n'est plus dans les années 70. Non, mais justement, plus ou moins, si je peux me permettre, tu me corrigeras si je me trompe, mais qu'est-ce qui fait qu'un parti peut émerger? Donc, un nouveau parti émerge, un candidat vraiment nouveau émerge, c'est qu'il est capable de politiser des catégories de la population qui n'étaient pas politisées. Il réussit à introduire dans l'espace public des gens qui autrement n'y étaient pas accrochés. Ça peut être dans le cas des grandes crises, quelquefois, l'émergence d'un nouveau parti, des contestations. Et j'ai l'impression que la force de Poilievre, c'est d'être capable d'amener des gens qui n'étaient pas politisés et les introduire à la vie politique. Ben, c'est comme ça qu'il a gagné la course à la direction, hein, ça, puis son usage très efficace des médias sociaux. Et c'est le même phénomène qu'on a vu hier à Victoriaville, où c'est des gens qui sont curieux, qui disent « Moi, il m'intéresse, mais je veux voir de quoi il a l'air. » Et c'est là que le vrai phénomène Poilievre, en vérité, c'est que le Pierre Poilievre de ces rassemblements-là, c'est pas le Pierre Poilievre qu'on voit à la Chambre des communes. C'est pas le Pierre Poilievre vindicatif, polarisant, très négatif. C'est un Pierre Poilievre qui fait des blagues sur le poisson accroché sur le mur, qui est rigolo, qui est en T-shirt, qui est assez spontané. Donc, c'est la raison pour laquelle, je crois, le parti mise sur ces rassemblements-là et la raison pour laquelle il en fait tant. Même si, tu sais, 200 personnes dans une salle à Victo, là, c'est pas de l'énergie, là, tu sais, on s'entend. Mais c'est qu'on mise là-dessus pour propager, pour contourner, si on veut, les médias traditionnels et créer vraiment un mouvement politique qui est issu de la base. Et je pense qu'objectivement, on ne peut pas comprendre le phénomène Poilievre sans se pencher sérieusement sur ce qui se passe dans ces rassemblements-là. Et je te promets, là, c'est un dimanche soir à Victoriaville, je ne pouvais pas me déplacer, mais le prochain où je peux me déplacer, je te promets que j'irai. Et là, j'aurai vraiment une lecture plus pointue. Mais, et donc, c'est ça, c'est le phénomène. Donc, oui, il y a un effet dans le sens que ça règle un problème qui était majeur dans le comté d'Arthabasca. Ça règle aussi, petit à petit, un problème de radicalisme. Hein? Tu sais, Éric Lefebvre, là, c'est pas Éric Duhem, là, on s'entend, là? Donc, c'était quelqu'un de la CAQ, tu sais, c'est pas une droite complètement épeurante, décomplexée, trumpiste. Donc, si lui se rallie, ça permet d'adoucir les coins de l'image du Parti conservateur au Québec. Mais il ne faut pas s'imaginer que ça a le même effet que si ça avait été un Éric Girard ou quelqu'un d'immensément connu là, qui venait se joindre aux troupes. Mais ce n'est pas le but de Pierre Poilievre. Lui, il est vraiment dans la logique d'additionner. Et le calcul, c'est qu'à force de montrer qu'il est capable d'avoir une équipe différente du Parti conservateur qu'ont rejeté les gens dans les élections de 2021-2019, que c'est là qu'il va montrer que son parti est plus grand que lui et que c'est une vraie coalition. Alors, je reviens toujours sur une question qui m'obsède quand on dit qu'il est polarisant. Très honnêtement, je dis pas ça pour faire le malin, je vois pas ce qu'on veut dire par là. Je veux dire, du point de vue d'un gars comme moi, je prétends pas être la norme, mais je sais pas qui est la norme. Moi, Justin Trudeau, je le trouve polarisant pas à moitié. Puis Jagmeet Singh encore plus. Puis Poilievre, pas tant que ça. C'est un leader conservateur canadien-anglais. Et j'essaie de comprendre quel est le critère qui permet de distinguer le polarisant du pas polarisant. Sinon,
qu'il y a, j'y reviens parce que ça me semble important, un discours dominant dans le commentariat, et le commentariat nomme polarisant ceux qui s'éloignent des opinions dominantes dans le commentariat, qui cadrent généralement aussi avec le discours de la radio-télévision fédérale. Je vais te laisser faire des thèses sur les médias en général. Je vais te parler de mon analyse mais le à polarisant, moi qui suit. vas-y. Moi, je vais te parler de mon analyse à moi, qui suit quand même ce parti-là depuis 2002. Alors, depuis qu'il a été formé, c'est que Pierre Poilievre, il y a une expression en anglais qui dit « take no prisoners », tu sais. Alors, il fait la politique, il va toujours pour la jugulaire, il va toujours pour le coup de grâce, il va toujours pour l'attaque la plus mesquine, la plus méchante. Il ne donne jamais le bénéfice du doute à son adversaire. Et ça, c'est une façon très négative, en vérité, de faire la politique, parce que c'est comme si on perdait la notion qu'on a du respect pour son adversaire en politique. Alors, on perd l'espèce de côté chevaleresque de la politique, qui est peut-être la politique d'une autre époque, me diras-tu, j'en suis, mais on le sent que pour Pierre Poilievre, son combat contre Justin Trudeau en est un qui est personnel. C'est pas un combat seulement contre les idées, c'est un combat contre Justin Trudeau, contre tout ce qu'il incarne, et il est prêt à tout pour gagner. Et tu me diras que, dans le fond, les libéraux sont pas mieux. Parce que quand les libéraux brandissent transphobie, avortement, privatisation des soins de santé, ils font un peu la même chose. Ouais. C'est vrai, mais les libéraux ont l'art, je te dirais, de le draper dans cette perception des valeurs canadiennes, et l'autre, en vérité, c'est le contestataire qui vient remettre en question et qui le fait sans gêne. Et c'est ça qui donne l'impression et qu'il est très polarisant. C'est une question de ton, je pense, et c'est le ton particulièrement qu'il a à la Chambre des communes et dans les événements que voient les journalistes, plutôt que le ton qu'il emploie quand il est sur le terrain à aller rencontrer monsieur, madame, tout le monde. Mais alors, j'y reviens, donc je rejoins ton analyse, mais je la pose un peu autrement. Il y a un discours dominant au Canada. Je pense qu'on peut affirmer ça comme ça. Dans toute société, il y a une forme de mainstream. Mais c'est un mainstream qui est souvent en décalage de la population. Et Poilievre, et trop souvent les conservateurs, je dis ça d'extérieur sans être canadien-anglais, les conservateurs jouaient le rôle du bon toutou. C'est-à-dire, ils voulaient se faire accepter par le mainstream, ils voulaient se faire accepter par le système, puis ils espéraient qu'à force de ressembler à leurs adversaires, on allait finir par leur donner un câlin. Mais là, j'ai l'impression que Poilievre va juste dire non, moi je joue pas dans cette partie-là, je suis un conservateur, je suis pas d'accord avec le récit dominant, avec le narratif dominant, et pour s'arracher, justement, puis moi je me permets, t'as pas allé sur ce terrain-là, mais moi j'irai, pour s'arracher à l'hégémonie des médias publics, qui quand même donnent le ton très souvent dans ce pays, eh bien, il est obligé de s'arracher à ça. Puis quand il s'y arrache, on dit vous êtes polarisant parce que vous répétez plus les slogans qui sont dominants dans la classe politique. J'ai l'impression que ça joue aussi dans ce qu'on nomme son côté polarisant. Oui, mais je pense qu'il y a aussi... M. Harper n'était pas un conservateur toutou qui voulait rassurer tout le monde. Lui, il a eu une stratégie qui était... Premièrement, c'était le premier test électoral de ce nouveau parti-là. C'était pas évident. Et lui, il a une stratégie de cibler 5 priorités qui allaient permettre d'assurer sa coalition. Donc, c'était une approche politique qui était extrêmement tactique, si on veut. C'était comme une partie d'échec, sa façon de faire de la politique. Mais on fait la politique au regard de l'époque, à quel moment on la fait aussi. Je pense que quand on est dans le contexte du premier test électoral d'un nouveau parti conservateur qui est beaucoup plus dominé par les voix populistes de l'Ouest, il y a un besoin de rassurer à cette époque-là l'ensemble de la population qui ne sont pas des dangers publics qui vont tout abattre. La preuve, c'est qu'à l'époque, les conservateurs faisaient pas trop campagne sur le fait qu'ils allaient définancer puis abolir la CBC. C'est pas nouveau comme idée, là. Mais là, on est presque 20 ans plus tard et finalement, on est dans un contexte de ras-le-bol, de fatigue électorale, de désir de changement, et c'est ce qui permet finalement à un Pierre Poilievre d'afficher un conservatisme beaucoup plus décomplexé qui mise sur une autre tranche d'électorat. Parce que lui, il essaye de bâtir une nouvelle coalition et c'est un peu...
ce qu'avait réussi à faire dans son style très bon enfant, l'espoir, je suis le Obama du Nord, Justin Trudeau. Donc, il y a quand même des ADN qui sont différents dans les partis politiques. Et je pense que Pierre Poilievre assume son côté décomplexé et ne se laisse pas intimider. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que, comme chef politique, tu peux décider de réagir aux critiques viscérales et vitrioliques qui sont faites comme toi, puis il y en a beaucoup contre Pierre Poilievre, là, parce qu'il y a quand même, il a progressé comme chef, hein? C'est pas le même chef que celui de la course à la direction. Mais il n'a pas abandonné qui il est, il n'a pas abandonné ses principes sous prétexte qu'on le compare à Donald Trump, par exemple. Parce que lui croit au contraire qu'il est capable, il fait campagne en marge du commentariat. Et ça, cependant, c'est très, très, très conservateur et c'est très un retour, je te dirais, aux stratégies et aux façons de faire de Stephen Harper par rapport à Erin O'Toole ou Andrew Scheer, qui était très préoccupé par l'opinion de la presse, des analystes et tout ça. Lui, objectivement, Pierre Poilievre, il s'en fout. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est passionnant. Emmanuel Latraverse, merci infiniment pour ton temps. Bonne journée. Au revoir. Alors, chers amis, nous avons eu quelques petits soucis techniques aujourd'hui. Je crois que ce ne sera pas ainsi demain. C'est un plaisir de vous parler. Nous reprenons nos analyses dès demain. Au plaisir, chers amis.